Bienvenue à ce webinaire, encore une fois sur l'engrenage Saint-Roch, quand l'expertise et l'expérience citoyenne sont au cœur des actions du quartier. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Sonia Racine, en remplacement de Virginie Dornier. Donc, nous avons Marie-Noëlle Bélan, Nancy Goulet et moi-même. Ça va me faire plaisir de vous les présenter un peu plus en détail dans quelques instants. Moi, je suis Myriam Bérubé, je suis directrice consultante à l'Institut Tamarack pour le Québec et les communautés francophones. Et ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui avec vous. Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement notre partenaire, le Secrétariat aux relations canadiennes, grâce à qui l'interprétation simultanée vers l'anglais est possible pour le webinaire d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour les collègues anglophones, je vais juste faire un petit message technique. For the English speakers joining us at this moment, please click on the globe icon at the bottom of your screen so that you can choose English to have this webinar interpreted from French to English. Donc, grâce à notre partenariat avec le secrétariat, on est capable d'offrir une série de 5 conversations autour de projets inspirants québécois qui illustrent les 5 champs de pratique de l'Institut Tamarack, qui sont la collaboration, la participation citoyenne dont on va parler aujourd'hui, le leadership collectif, l'innovation dans la communauté et l'évaluation participative. Donc, un grand merci à notre partenaire. Et maintenant, pour débuter notre atelier, j'aimerais prendre un moment de gratitude et de reconnaissance. Donc, nous commençons cet atelier en reconnaissant que nous nous réunissons en territoire autochtone et c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous sommes reconnaissants et reconnaissantes de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir et nous remercions toutes les générations de peuples autochtones qui ont pris soin de cette terre. Moi, aujourd'hui, mon bureau est situé à Tiohtià:ke, qui est colonialement connu comme Montréal, qui est sur le territoire non cédé du peuple Kanien'kehá:ka. Si vous avez envie de partager dans la boîte de dialogue, le territoire autochtone duquel vous nous appelez aujourd'hui, vous êtes bienvenus à le faire. Donc, pourquoi on fait cette reconnaissance territoriale en débutant notre atelier? C'est pour concrétiser, en fait, notre engagement collectif au processus de vérité et de réconciliation dans nos communautés. Quelques mots très rapides sur Tamarack pour ceux et celles qui nous connaîtraient moins. Donc, comme je l'ai mentionné, donc le Centre d'apprentissage de Tamarack travaille autour de 5 grands champs de pratique. Donc, on va offrir des formations, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, des publications et toutes sortes d'outils pour les acteurs, les actrices de changement à l'échelle locale, donc autour de ces 5 pratiques. Tamarack soutient aussi un réseau de communautés dynamiques qui réunissent de nombreux acteurs à l'échelle locale et régionale pour réduire la pauvreté, renforcer le tissu social, bâtir l'avenir avec les jeunes et assurer une transition climatique juste et équitable. Et maintenant, notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, il y a une grande question qui nous anime aujourd'hui, qu'on va explorer, qui est comment véritablement impliquer les résidents, les résidentes d'un quartier dans nos actions collectives, y compris ceux et celles qu'on entend le moins. Et donc, pour plonger dans cette question aujourd'hui, on va avoir un échange autour du travail extraordinaire qui est réalisé par l'Engrenage Saint-Roch dans la ville de Québec et qui est une organisation qui est née de la mobilisation citoyenne pour améliorer les conditions de vie dans le quartier. On va entendre 3 panélistes qui vont nous apporter des visions complémentaires donc, sur le travail de l'Engrenage Saint-Roch et qui vont pouvoir nous parler de l'importance de mettre en valeur l'expérience vécue au sein de nos projets collectifs et qui vont aussi, de façon très transparente, nous partager les défis que peut représenter la mobilisation citoyenne dans des initiatives concertées. Donc, on a très hâte de vous entendre. Alors, je vous les présente. Tout d'abord, Nancy Goulet. Donc, Nancy est une artiste et une citoyenne engagée dans le quartier Saint-Roch à Québec. Elle est native du Nord, passionnée par la nature et elle a un parcours que je pense que ça vaut la peine de souligner, qui est assez hors du commun. Donc, après avoir obtenu une technique en protection de l'environnement au Lac-Saint-Jean, cette formation-là l'a conduite à travailler comme fonctionnaire, puis en microbiologie, en chimie analytique, en dessin technique, attendez, j'ai pas terminé, en horticulture et en aménagement paysager. Alors, tout un parcours assez hors du commun, Nancy.
En devenant membre du conseil d'administration de l'Engrenage, donc elle s'est familiarisée avec les réalités du quartier Saint-Roch et de ses habitants, évidemment. Et c'est ainsi que lui sont venues des idées de création comme celle de la courte pointe que vous voyez donc sur la photo, mais bien d'autres projets encore dont elle aura la chance de nous parler aujourd'hui. En remplacement de Virginie Dornier, qui a eu malheureusement un engagement de dernière minute. Donc, on a Marie-Noëlle Bélan, qui est la directrice de l'Engrenage Saint-Roch, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, peut-être, Marie-Noëlle, je t'inviterais à prendre quelques minutes pour ouvrir ton micro et nous parler brièvement de qui tu es, de ton parcours et de ce qui t'anime. Alors, la parole est à toi, Marie-Noëlle. Oui, ben moi, je suis directrice de l'engrenage depuis le printemps dernier, donc depuis 1 an. Je suis résidente de la Basse-Ville depuis 20 ans maintenant, puis j'ai travaillé dans différents organismes, plusieurs années en alphabétisation populaire avec des adultes de la Basse-Ville. J'ai travaillé en solidarité internationale aussi, à l'époque des grandes mobilisations contre la guerre en Irak, à Centraide autour de la vie, notamment autour de la production de la vie sur les inégalités sociales du plomb dans les ailes. Et finalement, j'ai aussi travaillé aux communications collectives pour un Québec sans pauvreté. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a là-dedans différentes échelles d'action, différentes expériences, mais toujours de la participation citoyenne. Oui, on peut très bien voir le fil de trame. Merci beaucoup d'avoir pris un moment pour qu'on puisse un peu mieux vous connaître. Et la dernière et non la moindre, donc Sonia Racine est avec nous aujourd'hui. Elle est détentrice d'un doctorat en service social de l'Université de Montréal et cofondatrice de Communagir. Elle a participé notamment à l'élaboration de l'attestation en études collégiales en mobilisation et développement des collectivités locales au Cégep de Victoriaville. Elle y a aussi enseigné ainsi que dans quelques universités. Sonia aime miser sur l'intelligence collective, la co-construction pour soutenir concrètement les acteurs, les actrices dans leurs initiatives. Et elle arrive à combiner donc son expérience en accompagnement des collectivités à sa curiosité de chercheur et ça lui permet vraiment de naviguer entre les deux mondes. Et bien, c'est notamment cette grande compétence qu'on aimerait pouvoir mettre à contribution aujourd'hui dans le webinaire. Alors, bienvenue Sonia, Nancy et Bonjour tout le Marie-Noëlle. monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est parfait, donc j'arrête mon partage d'écran et on va pouvoir commencer. J'aurais envie peut-être de commencer par Nancy. Donc, Nancy, peut-être commencer par nous parler de pourquoi vous avez décidé de vous impliquer à l'Engrenage Saint-Roch. Qu'est-ce qui vous a motivé? Puis déjà un deuxième volet à ma question, quelle différence est-ce que vous voyez que votre implication et celle d'autres citoyens et citoyennes fait dans le quartier? Alors, à vous de lancer le bal. Alors, moi, j'ai décidé de m'impliquer à l'engrenage parce que je trouve que l'organisme pose des gestes concrets. Elle organise une cabane à sucre, une fête d'Halloween, elle met à la disposition des gens un piano public, elle fait du verdissement. Je trouve que c'est concret. J'ai aussi choisi l'engrenage parce que la participation aux activités puis au comité nourrit ma pratique artistique. C'est ça qui va faire évoluer mes projets pour soit illustrer quelque chose que j'ai vu dans le quartier des fois c'est de la beauté, des fois c'est moins de la beauté, mais c'est ça qui nourrit mon travail artistique et je le fais aussi parce que donner, ça rend heureux. À base, là, quand on fait du bénévolat, c'est ça, c'est parce qu'on sait que donner, ça rend heureux. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi l'engrenage. Je pense que ça fait une différence parce que l'engrenage, elle favorise beaucoup la participation citoyenne. Elle chapeaute seulement les projets. Donc, les gens qui sont dans les comités ou qui font qui font les activités, ils prennent part à tous les aspects des projets, même au niveau des pouvoirs décisionnels. Et ça, je trouve ça intéressant parce que des fois, ça amène des projets où est-ce qu'on n'aurait pas pensé qu'ils se seraient rendus en amenant vers nous des gens différents. Alors, c'est ça. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, là. Oui, je pense que c'est une très belle entrée en matière, puis on va être curieuse de vous entendre un petit peu plus justement là, sur certains projets concrets dans lesquels vous vous êtes impliqués. Je vais peut-être vous demander juste de décoller un tout petit peu le micro pour qu'on puisse vraiment bien vous entendre. Comme ça, c'est-tu bien? Oui, c'est parfait. Alors, merci pour cette entrée en matière, Nancy.
J'ai envie de me tourner vers pas Virginie, parce que Virginie n'est pas avec nous malheureusement aujourd'hui, mais avec Marie-Noëlle qui la remplace. Je vais peut-être refaire un partage d'écran. Donc, Marie-Noëlle, peut-être nous mettre en contexte un petit peu plus sur le quartier Saint-Roch, nous expliquer comment est-ce que l'engrenage est né et à quels besoins est-ce que l'engrenage répond aujourd'hui également. Pour les gens qui connaissent moins la ville de Québec, donc le quartier Saint-Roch, c'est en basse ville de Québec, donc dans le secteur le plus touché par la défavorisation ou un des secteurs, je dirais, là, au centre-ville. C'est un tout petit quartier d'1,5 km carré où il y a le croisement de différentes populations, à la fois les personnes qui y résident, dont environ un quart sont en situation de pauvreté, donc le quart environ n'ont pas le revenu permettant de couvrir leurs besoins de base. Le tiers à peu près des gens vivent dans un logement social. Donc, il y a vraiment une défavorisation marquée dans le secteur. Sinon, c'est aussi un secteur, un pôle économique. Donc, s'il y a environ 8 000 personnes qui y habitent, avant la pandémie, il y avait 12 000 personnes qui venaient y travailler quotidiennement. Pôle économique, pôle commercial. Donc, évidemment, les gens qui y résident, les gens qui y travaillent n'ont pas nécessairement les mêmes besoins, les mêmes intérêts en consommation. Bref, déjà deux publics cibles. Il y a aussi, c'est un pôle culturel, beaucoup d'offres culturelles, donc théâtre, danse, arts visuels, donc et finalement, environ 90 organismes communautaires. Donc, à Québec, le soutien communautaire est particulièrement centralisé dans le quartier Saint-Roch parce que les besoins ils sont aussi concentrés. Pour des raisons historiques, là, on n'aura pas beaucoup de temps, mais entre autres, lorsqu'il y a eu la désinstitutionnalisation dans les années 70, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus vers Saint-Roch. Notamment en raison là, du mail Saint-Roch qui avait été construit à l'époque pour faire, je dirais, à l'époque des années 70, là, pour faire concurrence à l'arrivée des centres commerciaux. Donc, la rue Saint-Joseph, qui était une artère commerciale à l'époque, perdait ses gens parce que les gens, tout d'un coup, trouvaient ça plus pratique de magasiner à l'intérieur. Et pour garder le monde, bien, il y avait eu une rue couverte qui avait été construite sur tout le long de la rue Saint-Joseph, donc vraiment une grande rue couverte. Mais quelques années plus tard, finalement, cet espace-là est devenu un lieu de socialisation pour beaucoup de gens qui avaient peu de port d'attache, des personnes notamment qui vivaient avec des enjeux de santé mentale, différentes réalités, différents défis finalement. Donc, ce qui s'est passé, pourquoi l'engrenage est arrivé dans le paysage, c'est que dans les années, dans le fond, 90, il y a eu une première partie du mail qui a été déconstruite et au début des années 2000, on a annoncé la destruction de l'autre moitié du mail pour voir, là, ici devant nous, on a la rue Saint-Joseph telle qu'elle est maintenant. Donc, il faut s'imaginer que toute cette rue-là était couverte avec des toilettes, des chaises pour aller s'asseoir. Donc, vraiment, c'est un milieu de socialisation important, un milieu de soutien aussi important. Beaucoup d'interventions communautaires s'y faisaient. Là, les gens ont dit, oh, on va défaire le mail, qu'est-ce qui va se passer dans le quartier quand ça va arriver? Les organismes et aussi beaucoup de citoyens, citoyennes de l'époque ont eu envie d'agir. C'était une époque aussi, la revitalisation du quartier Saint-Roch, donc cette volonté d'améliorer l'apparence, parce que le quartier, à ce moment-là, il y en avait qui l'appelaient Plywood City parce que c'était dans les années 90, là, il y avait eu la guerre des motards, c'est un quartier qui était délaissé par beaucoup. Alors, c'est ça, l'envie de dire donner de l'amour venait aussi avec l'envie de dire à qui il va appartenir finalement? Est-ce qu'on est en train de faire un quartier pour juste les personnes mieux nanties ou est-ce qu'on reste avec la volonté d'être inclusif puis d'avoir un quartier animé pour tout le monde? Puis là, bien, il y avait des tensions sociales qui augmentaient sur l'usage des lieux publics et tout et tout. Fait que là, bref, des citoyens, des organismes ont dit que ça nous prendrait un organisme qui serait capable de se préoccuper de tout ça. Ça avait commencé par des gens qui organisaient des fêtes de quartier, tout simplement, donc différentes personnes qui organisaient une fête d'Halloween pour permettre aux gens de se croiser dans un moment positif. Finalement, il y a eu dans les années 2010 un grand forum sur la mixité sociale, donc dans les années qui ont suivi, pour réfléchir aux enjeux, puis voir comment nourrir une cohabitation positive dans le secteur, puis finalement,
là, les gens ont dit clairement ça nous prend un organisme. Saint-Roch est un lieu tellement où se concentre tellement de tensions que ça nous prend un organisme qui va d'abord et avant tout avoir comme mission d'être l'engrenage justement entre ces différents intérêts-là, entre ces différentes populations. Fait que voilà, on est né, on existe depuis. On a eu beaucoup de transformations, mais ça décrit en gros là. Ah, puis l'autre enjeu aussi qu'il y a dans Saint-Roch, c'est que c'est un îlot de chaleur. C'est un secteur où il y a beaucoup de circulation automobile. C'est un secteur où il y a beaucoup aussi une qualité de l'air qui est problématique. Il y a eu des rapports récemment. Donc, c'est comme si c'est un secteur qui est un peu sous pression tout le temps. Parce que beaucoup de choses de la périphérie finissent par s'y concentrer, puis on a à réagir à tout ça, puis à travailler à ce que Saint-Roch reste agréable pour tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Noëlle. C'est vraiment fascinant de voir l'évolution que vous nous racontez du quartier, puis la naissance de l'organisme et pourquoi engrenage. Donc, je comprends mieux maintenant, c'est très symbolique. On a quelques images d'activités qui ont eu lieu dans le quartier, donc je vais simplement les passer rapidement pour donner un aperçu à nos participants, nos participantes de la vitalité, en fait, que l'organisme génère dans le quartier. Donc, alors ici, on voit le parvis de l'église Saint-Roch. On entend beaucoup parler depuis les dernières années. Il y a eu un changement de portrait de l'itinérance, pas juste dans Saint-Roch, partout dans le monde, en tout cas dans les grandes villes du Canada, du moins à Montréal, à Québec, c'est la même chose. Donc, le portrait a changé. Je pense que l'itinérance est la conséquence d'une suite d'abandons collectifs qui touchent à la fois l'accès au logement, l'accès à la santé, le soutien tout au long de la vie. Puis, en ce moment, il y a une hausse des besoins, du nombre de personnes désaffiliées, donc pour qui le lien avec la société s'est fragilisé. Saint-Roch est particulièrement touché par les enjeux de cohabitation, est un milieu où se retrouvent différentes personnes. Puis, ce qu'on voit sur les photos, c'est des photos du parvis de l'église où est-ce qu'on organisait l'année dernière. Donc, c'est des photos d'une grande fête interculturelle qu'on a organisée. Donc, encore une fois, avec l'envie que les gens se croisent, que les gens se rencontrent, que les gens se parlent, parce qu'on croit que le tissu social est vraiment au cœur de la force d'une communauté. Cette fête-là qui a été organisée a impliqué vraiment des gens de différentes communautés culturelles. Et cette fois-ci, c'était autour justement des cultures, mais d'autres fois, ça va être avec l'envie plus particulièrement d'aller vers les personnes plus désaffiliées. D'autres fois, on va se tourner vers la population famille pour l'Halloween. Donc, on est vraiment dans un mode d'organiser des possibilités de rencontres envers diverses populations. Merci. C'est ça, on voit ici là, justement des jeunes qui sont très impliqués. Je vous laisse continuer. Oui, tout à l'heure, je parlais de Saint-Roch, un îlot de chaleur. En fait, on pourrait dire, OK, il faut planter des arbres, mais nous, on ne veut pas juste planter des arbres, on veut planter des arbres avec les gens. Donc, vraiment, le souhait ici, ça, c'est un projet qu'on a réalisé autour du HLM sur la rue du Roi, qui a vraiment impliqué là, dans l'idéation, dans le travail et aussi dans l'entretien, les gens qui habitent leur milieu, donc qui ont peu la possibilité d'avoir du pouvoir sur leur environnement. Là, le choix des plantes, ça a été le choix des plantes que les gens aiment cuisiner, ça a été aussi là, toute la réflexion. Donc, l'idée, c'est d'impliquer les gens. Alors ici, on voit encore des photos, entre autres dans des HLM, où est-ce qu'on va avec des personnes plus âgées, où est-ce qu'on va travailler du jardinage, mais toujours dans aussi l'objectif de renforcer les liens sociaux. Merci, Marie-Noëlle. Les photos sont vraiment magnifiques. Ça donne envie du printemps aussi, ça donne envie de l'été. Sonia, vous n'avez pas encore pris la parole, mais peut-être avant de vous passer la parole sur le rôle que vous avez joué à la fois dans recherche, accompagnement, en lien avec le projet, j'aimerais peut-être juste entendre Nancy parce qu'on est dans les projets concrets. Est-ce que ça serait le bon moment pour nous dire quelques mots sur Courte Pointe, Nancy? Oui, pourquoi pas. En fait, le projet de Courte Pointe m'est venu parce que moi, je fais partie du comité suivi vie de parvis qui travaille un peu au niveau du parvis, en fait, ça le dit. Hein? Et puis, je voulais démontrer la mixité dans Saint-Roch et comment ça pouvait être beau parce que c'est souvent mal vu. Et moi, je trouve que c'est une des plus belles richesses du quartier, cette mixité-là, parce que ça crée des affiliations entre des gens qu'on n'aurait jamais pensé qui se seraient croisés ou qui auraient travaillé ensemble. Et ça donne des idées très créatives.
créative parfois. Ça nous amène sur des chemins qu'on n'aurait pas nécessairement pris. Alors, la courte pointe, c'est que je suis allée à la rencontre des gens à la fête multiethnique, qu'on voyait des images tantôt en premier. J'ai demandé aux gens de choisir un bout de tissu et d'écrire dessus leur nom, leur âge et ce qui les définissait. J'ai eu 110 personnes qui m'ont répondu, toutes sortes de choses, des enfants, des adultes. Et puis là, on a pris tous ces petits bouts de tissu-là qui sont tous différents, hein, en fait, parce qu'on est tous différents et je voulais vraiment mettre un, l'emphase sur le fait qu'on est tous différents et là, tous ces morceaux de tissu-là, on les brode sur une grande toile qui est 9 par 12 pieds. Et là, j'ai fait venir des gens, on a brodé ensemble et ça nous donne des belles occasions de partage et tout ça. Et là, on a tout brodé ça et ça donne une idée du tissu social, en fait, que je voulais aussi illustrer de manière belle. Et c'est ça un peu mon projet de la courte pointe, c'est de mettre les gens en rapport les uns avec les autres, avec leurs différences, leurs couleurs, et de montrer comment ça peut être beau, toute cette belle mixité. Alors, c'est ça, moi, mon projet de courte pointe des réalités. Ah, Je suis très j'aime fière. vraiment, vraiment l'idée d'avoir, c'est ça, une courte pointe, donc quelque chose, tu sais, de visuel, de tangible, de doux aussi, tu sais, où on peut voir là, toute cette diversité qui est représentée. C'est une idée extraordinaire. Donc, vous nous devez une photo, Nancy, parce qu'on n'a pas de photo de courte pointe avec nous aujourd'hui, Ah, mais ça nous ferait vraiment plaisir de voir à quoi est-ce que ça ressemble. Je vais arrêter mon partage d'écran et puis on va revenir ensemble. Sonia, donc on ne vous a pas entendu encore. Voulez-vous nous parler un petit peu de votre rôle? Donc, vous ne faites pas partie de l'organisme Engrenage Saint-Roch. Quel est votre rôle? Quelle est la valeur ajoutée que vous voulez amener là, dans cette dynamique-là? Myriam, ça me fait vraiment drôle que tu me tutoies. Et tu me vois. Fait que tutoie-moi. Je me sens pas bien. OK, alors, donc, moi, j'ai la chance, en fait, de co-diriger une recherche avec Denis Bouc de l'UQO qui s'intéresse, entre autres, à comment la transition sociale et écologique s'invite dans des démarches plutôt vouées au développement social et des communautés. Et mon terrain de recherche, c'est l'engrenage. Donc, je les vois souvent, je vais voir qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis des fois, je leur fais des reflets aussi. Et c'est là qu'on a eu l'idée de dire « Ah, peut-être que tu pourrais être là comme avec nous pour ce webinaire-là. » Juste dire que dans le fond, tu sais, on dit table de quartier, mais l'engrenage, c'est une bébite un peu spéciale. Les gens me disaient, c'est un peu comme la mayonnaise du quartier. C'est ce qui fait que toutes les affaires marchent ensemble. Les organisations, les citoyens, etc. Et il y avait les questions dans le clavardage sur est-ce qu'il y a des comités de citoyens? La réponse, c'est oui. Et l'engrenage est un facilitant dans l'ensemble des projets, des idées qui émanent, mais toujours dans une approche de développement. C'est des communautés donc très proches de ce que ferait les tables de quartier un peu plus traditionnelles, mais c'est un OBNL avec une équipe qui est gérée par un CA et qui n'est pas gérée par une table de concertation. Par contre, tout se fait en concertation, tout se fait en partenariat, tout se fait surtout à partir des citoyens et avec eux, et pas juste « dites-nous vos besoins, on va y répondre ». C'est « quelles sont vos idées ?» Comment on met à contribution toutes les forces? Comment on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre disposition? En tout cas, moi, c'est ça que je vois depuis le début. Puis je vois aussi que, puis peut-être que Marie-Noëlle, tu pourras peut-être en parler, mais comment c'est un de vos grands chantiers de travail, la participation des citoyennes. Mais dans le fond, on se rendait compte, c'est vraiment du transversal à tout ce qui se fait dans l'engrenage. C'est au cœur de tout. Puis comme je disais dans notre petite rencontre de préparation, je pense que ça ne sera pas une surprise pour personne qu'on s'est déjà parlé avant aujourd'hui, je disais, pour moi, ce n'est pas du transversal mou, parce que souvent, le transversal, il est mou, hein? On ne sait pas trop quoi. Mais là, c'est du transversal dur. C'est-à-dire, c'est vraiment au cœur, on y tient, c'est un questionnement perpétuel. Je trouve que les gens sont vraiment dans cette énergie-là de dire comment on fait toujours, puis comment on fait pour faire mieux, c'est jamais assez, etc. Fait que c'est vraiment super intéressant. C'est ce que je dirais là, pour maintenant.
J'ai le goût de... Ça se fait retenir dans les expressions consacrées désormais de Sonia Racine. Alors, le transversal dur, mesdames, messieurs. Merci, Sonia, pour cette contribution. Puis moi, ça me ramène aussi un petit peu plus tôt à ce que Nancy disait. Donc, c'est effectivement à toutes les étapes du processus que les citoyens et les citoyennes sont impliqués et dans le processus décisionnel. Ça, c'est très important parce que souvent, on va voir dans les actions collectives qu'on va consulter les citoyens, on va aller chercher leur implication, leur collaboration dans des projets. Mais au niveau de la gouvernance, là, quand on parle de changer les rapports de pouvoir, là, il y a beaucoup moins de place tout à coup pour les citoyens. Fait que je trouve ça assez extraordinaire ce que vous arrivez à faire au niveau de la prise de décision également. Je ne sais pas si vous voulez ajouter là, quelque chose, Marie-Noëlle, Nancy, un peu sur les enjeux sur lesquels vous travaillez, puis sur les changements que vous avez vus s'opérer aussi dans le quartier avec le travail de l'engrenage. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Nancy, allais-tu parler? Nancy, il faut... voilà. En fait, je pense que la différence que l'engrenage fait dans le quartier, veut pas, ça l'embellit. Ça l'embellit le quartier, toutes ces initiatives-là, mais pas juste au niveau du visuel, au niveau du social, aussi, au niveau du partage avec les autres. Je pense que ça l'améliore, tout ça. Ça l'embellit. On va dire que ça l'embellit, je pense. Moi, j'ajouterais que à la base même, il y a un travail pour faire reconnaître qui sont les citoyennes et les citoyens de Saint-Roch. Même, il faut toujours y travailler parce que dans la façon des fois dont les enjeux sont présentés dans le quartier, les citoyens sont les gens qui ont des adresses fixes. Pourtant, selon l'engrenage, les citoyens et citoyennes, c'est tout le monde qui habite, travaille ou fréquente le quartier. C'est-à-dire qu'une personne qui va fréquenter le quartier, qui va être sans domicile fixe, va aussi être une personne à consulter dans le devenir du quartier puis à prendre en considération. Fait que en soi, c'est un défi permanent. Puis en soi, on a un défi aussi permanent de se remettre en question, comme disait Sonia, parce que le milieu change constamment. On ne peut jamais s'appuyer sur la recette gagnante de l'année passée pour faire quelque chose. Il faut se redemander, OK, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte cette fois-ci dans notre façon de mobiliser les gens autour de cet enjeu-là pour y arriver? Puis oui, dans le fond, en ce moment, je ne l'ai pas mentionné, mais on est organisé dans 3 grands chantiers. On est différent, comme disait Sonia, des tables de quartier dans le modèle montréalais. On est vraiment un OBNL. Puis, donc, nos 3 chantiers sont portés par les équipes de travail et par de multiples comités. Par exemple, on a un comité aménagement qui vient de se créer, qui relève du chantier aménagement durable. Le comité aménagement s'était penché sur qu'est-ce qui les préoccupe en ce moment dans le quartier. On pensait d'abord et avant tout aux aménagements liés à la mobilité, à la possibilité de s'asseoir dans le quartier quand on est une personne âgée puis qu'on veut aller faire notre épicerie puis qu'on veut entre-temps prendre une petite pause. Est-ce qu'on pourrait penser à un quartier qui facilite la mobilité? Mais finalement, même si ça s'est resté, la question des Airbnb est comme devenue tellement importante dans Saint-Roch que le comité s'est dit, OK, il faut aussi prioriser ça. Puis là, on est allé voir de façon transversale, justement, OK, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les gens. OK, d'accord, on avance là-dessus. Fait qu'on est comme toujours en mode consultation, ajustement. On se donne un plan d'action puis une direction à moyen terme, long terme, évidemment, parce qu'on ne peut pas juste être en changement. On n'aurait jamais l'impression d'avancer pour vrai. Mais quand même, on se remet beaucoup en question. Il y a 2 autres chantiers, finalement. Un sur la cohabitation, qui va particulièrement se préoccuper de la cohabitation en ce moment, par exemple, avec les personnes des affiliés, les personnes à domicile fixe ou les commerçants. On a une agente de mixité qui est sur le terrain quotidiennement pour prendre le pouls de ce qui se passe. Avec les familles aussi? Oui, avec les familles aussi. Il y a beaucoup de jeunes familles? Effectivement. Donc, l'agente de mixité prend le pouls de ce qui se passe et essaie d'accompagner les gens, mais aussi de faire valoir des fois les autres points de vue. Parce que dans tout ça, notre grand défi, c'est de ne pas opposer les besoins. On est là pour tout le monde, avec une préoccupation particulière pour toutes les dynamiques qui créent des inégalités sociales et économiques, évidemment, mais on est quand même là de façon inclusive. Fait qu'il faut être capable de faire valoir à chaque groupe
le point de vue des autres groupes, c'est quoi la réalité, puis comment finalement créer de la solidarité plutôt qu'une polarisation, comme c'est souvent le cas dans notre société en ce moment, quand chacun fait juste valoir son point de vue, puis réduit l'autre à une idée un peu caricaturale de ce qui pourrait être. Bien, nous, on est là pour amener de la nuance, de l'ouverture. Puis finalement, le troisième chantier participation citoyenne, mais comme on le disait, c'est tellement transversal qu'on est en train de se dire, bien, peut-être qu'il va falloir voir comment organiser ça différemment, mais pour l'instant, dans le chantier de la participation citoyenne, un des grands projets, c'est d'actualiser le portrait de Saint-Roch post-pandémie, de comprendre depuis les données du recensement, les dynamiques actuelles, est-ce qu'on est capable de se donner un outil pour avoir une lecture commune? Toujours en faisant le portrait, l'idée, c'est de consulter, mobiliser, que ce soit participatif. On a aussi l'idée d'avoir, en fait, il va être implanté sous peu un babillard communautaire. Parce que, vous savez, on parle beaucoup de fracture numérique, hein, mais en fait, la fracture numérique, la responsabilité de la fracture, ceux qui l'ont, ce n'est pas les gens qui ont des difficultés d'accès à l'information. La fracture numérique, finalement, ce qui la crée, c'est des institutions qui décident d'être de moins en moins accessibles et de ne plus prendre en compte les besoins de toute une population. Puis ça, même les organismes communautaires, je pense qu'il faut faire attention à nos propres pratiques parce que le virage numérique a été beaucoup trop rapide. Avant, on se promenait dans la rue, là, puis il y avait plein d'affiches sur les poteaux, puis ça, c'était de l'information qu'on rendait accessible à la population. Maintenant, on est devenu numérique et boy, qu'on isole des gens puis qu'on cesse de s'adresser à des gens en faisant ça. Puis je m'inclus, là, je ne suis pas critique des autres, je suis critique du grand nous duquel je fais partie. Mais une façon de remédier à ça, finalement, c'est de créer un babillard communautaire dans le milieu. On va même avoir un crieur ou une crieuse publique qui va venir parler de ce qui se passe dans Saint-Roch, autant les nouvelles culturelles, sociales que communautaires. Donc, un lieu de rencontre, finalement, ce babillard. Bref, toujours en analyse, toujours en réaction, mais toujours en impliquant des gens. Le babillard, on ne le porte pas par l'équipe salariée, c'est un comité qui le porte et qui le pense, puis qui amène à voir plus loin que les idées que nous-mêmes on aurait eues. C'est super, merci Marie-Noëlle. Nancy, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose autour des enjeux puis de la valeur ajoutée des différents chantiers dans le quartier? Non, j'avais... Ça couvre bien. Oui, elle a très bien résumé ça, je trouve. Ben, c'est parfait. Je vois des questions qui commencent à apparaître dans la boîte de dialogue et c'est parfait. On a même quelqu'un qui veut devenir crieuse publique. Alors, vous avez peut-être une candidate ici, la personne de Marie-Emmanuelle. Alors, vous la connaissez. Donc... plusieurs personnes posent des questions justement sur les défis. Donc, on le sait, mobiliser, vous l'avez bien exprimé tantôt, Marie-Noëlle, c'est quelque chose qui est toujours à refaire. C'est jamais quelque chose qu'on peut prendre pour acquis, puis ce qui a fonctionné l'an dernier va peut-être être différent cette année. Fait que moi, j'aimerais vous entendre un petit peu plus sur c'est quoi les angles morts, c'est quoi les défis à prendre en compte quand on vise à mobiliser de façon réellement inclusive les citoyens, les citoyennes, et comment on fait pour aller chercher particulièrement ceux et celles qui s'impliquent moins. Donc, comment on fait pour entendre la voix de ceux et celles, justement, qu'on entend d'habitude le moins? Qui a envie de se lancer? Je peux facilement prendre beaucoup de place dans la vie, fait que je veux être sûre que, Nancy, est-ce que tu veux commencer là-dessus? Tu veux dire les angles morts, tu veux dire qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Moi, je te dirais qu'il faut faire face quand même à l'augmentation, à l'exacerbation de la violence, des enjeux liés à la pauvreté aussi. Et à la densification. Ça, c'est, je pense, des angles morts là, de notre travail, je pense. Mm-hmm. Oui, très important. Moi, j'ajouterais un angle mort qui est vraiment risqué, particulièrement avec le fonctionnement par projet, je dirais, là, c'est d'en venir des fois à faire des actions qui répondent à des besoins qu'on s'est nous-mêmes donnés ou qu'on s'est fixés, puis de ne plus remettre en question en cours de route aux besoins de qui je suis en train de répondre là. C'est-tu aux besoins de mon plan d'action ou bien c'est aux besoins des gens? Puis de se ramener, l'éducation populaire, ceux qui sont de ma génération, donc du communautaire, l'éducation populaire, ce qu'elle nous dit, c'est toujours partir des besoins de la réalité des gens pour avancer. Fait que ça ne sert à rien d'appliquer des fois, même si on peut se dire « Ah, ça serait donc bien le fun si les gens en étaient rendus à vouloir se mobiliser sur tel enjeu. » Puis là, finalement, de travailler, mais
mais avoir juste le petit décalage avec là où ils en sont qui font que ça ne marchera pas. Parce que finalement, il faut partir d'où ils sont, puis travailler, rester avec le monde tout le temps. Puis ça, ben, je trouve que c'est un grand défi pour être là aussi dans la durée, pour rester mobilisé, donc vraiment rester connecté avec le monde. Fait que ça, je dirais que c'est un angle mort important. L'accès à l'information dont je parlais tantôt aussi. Des fois, quand on rédige des documents ou quand on a le goût d'être hyper nuancé, de prendre en compte telle réalité, mais finalement, à chaque fois qu'on augmente la complexité dans un texte, bien, on perd du monde parce qu'il y a des gens qui vont avoir moins les outils pour comprendre. Fait que finalement, de rester simple, puis d'y aller dans le concret, puis encore une fois, finalement, partir de la réalité des gens, mais particulièrement dans les communications, après ça, au défi maintenir une vision commune, nourrir une vision commune dans un monde où est-ce que tout divise, donc essayer de se ramener ensemble, autant dans l'équipe, autant dans le CA, autant dans l'Assemblée, autant dans les comités, puis de finalement nourrir tout ça, c'est un grand défi aussi. Toujours garder le cap collectivement vers ce qu'on veut transformer ensemble. C'est des super beaux défis. Sonia, quelque chose à ajouter d'un regard peut-être un petit peu plus externe à cette démarche-là, donc que ce soit dans d'autres démarches aussi là, que vous avez accompagnées. C'est quoi nos angles morts? C'est quoi nos défis quand on veut mobiliser les citoyens, notamment les personnes en situation de vulnérabilité? Bien, j'étais moins là, mais c'est pas grave. Il faut dire ce que je voulais dire, puis j'ajouterai parce que je trouvais que de ce que moi, j'ai observé, puis là, je pense au frigo. Hein? Vous connaissez des initiatives de frigo, il y en a à plusieurs endroits. Les frigos du parvis de l'église Saint-Roch, tant que moi, sont une particularité. Ils sont souvent vandalisés, ils sont souvent, je sais, il leur arrive beaucoup de choses. Et pourtant, ça se poursuit. Ça, c'est quelque chose. Moi qui passe par là, parce que je suis une des travailleuses du quartier qui se déplace pour aller travailler dans ce quartier. Donc, je vois et je me dis, et les citoyennes et les citoyens sont encore là, les remettre en état, les changent. Il y a quelque chose qui se passe là, il y a des gens qui se rencontrent là. Mais donc, tout ce côté de dire oui, c'est un défi, parce que des fois, ça pourrait être très décourageant de dire hey, on fait ça pour le monde, puis là, bon, il brise. Fait que, non, mais il y a quelque chose de l'ordre d'accepter ça, d'accepter le recul, des fois qui peut paraître comme un recul, d'accepter tout ça. Je pense que c'est une des clés, c'est d'accepter ça, j'ai l'impression, et de se re-questionner sur qu'est-ce qui fait qu'on est là, pourquoi ça arrive. C'est pas parce que le monde c'est des pas fins. Attends un petit peu, on va réfléchir plus loin que ça. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment une clé. Puis, dans une analyse qu'on a faite ensemble récemment, dans le cadre de la transition sociale et écologique, on disait est-ce qu'on contribue, oui, comment, etc. Puis, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y a vraiment un travail de changement en profondeur du récit qu'on se fait, de l'importance de chacun, de la valeur. Tu sais, ce que tu disais, Nancy, là, tout à l'heure, de chaque personne a quelque chose, toutes les populations qui sont là ont quelque chose à apporter, tout le monde. C'est un discours qui oui, il faut le répéter, il faut le dire, il faut le croire, il faut le vivre. Et ça, je trouve que on le voit, on le sent. Fait que, tu sais, toute cette idée-là de dire il faut être très persévérant. Tu sais, quelqu'un disait dans le clavardage, on est sur des projets des 20 ans là, pour des changements, des 30 ans. Mais tous ces changements-là qu'on voit, il me semble qu'il faut les observer, il faut se les dire, il faut s'appuyer dessus. Puis après ça, bien, on se remet en question. En tout cas, moi, c'est ce qui me venait quand je vous entendais parler. Merci, merci Sonia. Oui, je commence à regarder. Je vois des gens qui s'activent dans le clavardage. Donc, n'hésitez pas à continuer à écrire vos questions pour les panélistes. Je vais peut-être, moi, juste faire un petit dernier tour de roue, puis après ça, on va vraiment pouvoir plonger dans les questions des participants. On a dit tantôt, ce n'est pas une recette, effectivement, la participation citoyenne. Donc, je ne vous parlerai pas d'ingrédients, mais je vais vous parler
peut-être plus de conditions facilitantes ou de conditions gagnantes à une mobilisation citoyenne réussie. Puis j'aurais envie de peut-être vous demander, tu sais, juste brièvement, là, s'il y avait, tu sais, 2-3 choses qui sont clés pour vous, ce seraient lesquelles pour une mobilisation citoyenne réussie? Ben, si je peux commencer, moi, je dirais que c'est la simplicité. Moi, je trouve que dans la simplicité, on se rejoint vraiment en tant qu'humain. C'est là que notre besoin puis notre besoin de partage est vraiment, vraiment rassasié. Et c'est là que les gens sont plus enclins à venir vers nous autres. Fait que moi, je pense que la simplicité, là, c'est la clé de tout. Mais ça, c'est mon opinion. Ah, c'est très beau, la simplicité, j'adore. Oui, Oui, vraiment. vraiment, Nancy, je suis d'accord, j'appuie. J'ajouterais à ça peut-être d'essayer des affaires, de se donner le droit d'essayer des affaires, de se donner le droit à l'erreur. Puis si ça ne marche pas, ça ne marche pas, donc on fera d'autres choses une autre fois. Mais par exemple, en ce moment, on fait un projet. La participation dépasse de loin nos attentes. C'est un talent show de personnes âgées en collaboration avec 4 organismes, parce que j'ai beaucoup parlé de liens avec les personnes citoyennes, mais c'est beaucoup aussi avec les autres organismes du milieu qu'on travaille. Mais ce talent show-là, il y a 45 personnes aînées qui y participent, une comédie musicale, chorale, ça marche au bout. Mais on aurait pu essayer une pièce de théâtre, puis ça n'aurait pas marché. Ou on aurait pu essayer, on ne le sait pas toujours. Finalement, ça répond, il y a des personnes aînées qui nous disent c'est le rêve de ma vie d'avoir le droit de faire. Finalement, les gens, ils ont de quoi dire, ils ont leur projet, ils ont une envie sincère de partager quelque chose. Puis là, ben, on a essayé ça. C'est vraiment une idée qui est surgie autour d'une rencontre imprévue. Puis bon, ça marche. Fait que créativité, explorer, se donner le droit d'essayer. Garder ça simple, oui, Nancy. Partir des besoins des gens et se remettre en question. Puis ne pas hésiter à le demander non plus aux gens. Qu'est-ce qui touche sur tel enjeu ou on a fait telle rencontre. Toi, pourquoi tu n'es pas venu? Est-ce que la façon de le présenter ou demander, puis de ne pas oublier que c'est vrai pour tout le monde, hein, à partir de la réalité des gens, là. C'est vrai des gens qu'on va profiler comme ayant une meilleure compréhension des enjeux, mais qui finalement, des fois, on ne prend pas toujours le temps de se dire, voyons, cette population-là sont rendus où dans leur corps? Si on veut les mobiliser, là, c'est d'où qu'il faut partir pour être capable de s'adresser à elles. Donc, ça aussi, se remettre en question, puis se donner des outils de mesure de ce qu'on fait, puis de rétroaction. Ça serait ça, je dirais. Tout ça, ça prend une bonne dose d'humilité hein, aussi pour être capable justement de se remettre constamment en question. Donc, c'était plus que 2-3 ingrédients. C'est déjà une belle recette. Sonia, autre chose à ajouter sur les conditions facilitantes à la mobilisation citoyenne? J'avais mis humilité, hein, de ne pas penser qu'on sait. Ça fait que c'était vraiment, j'étais partie de la même place, de s'adapter, de s'ajuster en continu. Fait que j'étais vraiment dans les mêmes eaux, donc ça sera suffisant pour là maintenant. Puis on a une question qui est liée à ça, donc dans la boîte de dialogue, puis après je vais y aller avec donc, la main levée de Marc-André. On parle ici de mobilisation pour un projet sur le très long terme, donc un projet qui va se concrétiser dans les 20 prochaines années dans un quartier, donc une question de manuel. Donc, comment on fait pour garder la mobilisation, la participation citoyenne dans un processus qui est si long, où on va voir les impacts sur du très long terme? Est-ce que vous avez des conseils pour Manuel pour faire face à ce défi-là? Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Des fois, je pense que de le prendre par petites bouchées. Je sais pas quel est le projet, mais sur 20 ans, ça doit être soit une revitalisation là, d'une partie du quartier ou soit un projet d'habitation, parce qu'on le sait, des fois, les projets d'habitation peuvent s'échelonner sur de nombreuses années. Oui, être capable à la fois de voir le long terme, mais de voir des étapes peut-être parce que effectivement, que de mobiliser des gens sur 20 ans sur un seul objectif final, ça peut être un méchant défi. Fait que le prendre par petite bouchée, je dirais. Sinon, il y a une chose que j'ai oublié de dire dans la recette de pas, puis ça, c'est drôle, hein, c'est vraiment dans ma première emploi. La coordonnatrice m'avait dit ça, puis je ne l'ai jamais oublié, Josée Desharnais, il y en a qui la connaissent, mais de toujours savoir ce qui, toi, te mobilise. Parce qu'après ça ne veut pas dire que c'est là-dessus qu'il faut que tu fondes tout, mais de jamais perdre de vue ce qui
toi te mobilises à travers tout ça. Je pense que ça fait partie de ce qui est important dans le chemin à prendre. Merci, c'est ça, on voit en fait, il y a eu une précision, donc c'est un projet de micro-quartier là, qui est à développer, donc des projets d'envergure, y aller étape par étape, souligner les gains en continu. Merci Sonia. Je vois la main levée de Marc-André, donc Marc-André, si tu veux ouvrir ton micro pour nous poser la question. Oui, merci beaucoup, super intéressant. J'espère que je n'aurai pas une question qui va dire des redites, mais je m'essaye quand même. Évidemment, pour l'engrenage qui a en soi au cœur de sa mission la concertation puis la mobilisation citoyenne, je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est un peu ça la raison d'être de l'organisation. Si on se déplace un peu pour des organisations qui sont plus classiques, où j'ai une offre de service, je la vends à des usagers qui viennent s'inscrire chez nous, c'est un modèle plus classique. Ça serait quoi pour vous la première brique à placer ou la première chose à faire pour passer au mode participatif, parce que c'est vraiment déstabilisant pour une organisation qui fonctionne sur un modèle très classique de vente de services ou produits, de laisser les clés un peu à des citoyens, des citoyennes. C'est quoi la première brique qu'on place pour passer à ce mode-là? Il a envie de se lancer. Mais je pense qu'il faut d'abord que le souhait soit sincère. Il ne faut pas le faire pour le faire. Il faut le faire. Peut-être la première brique, c'est de se demander pourquoi vous le feriez. En quoi est-ce que ça va changer la vie de le faire? Puis, nécessairement, d'impliquer les gens dans ce qu'on fait, de créer, un peu comme le bénévolat dans un milieu mettons, si un organisme est en alpha, qui a dans ses orientations de lutter contre l'analphabétisme, puis qui vient mobiliser des gens pour s'impliquer, bien, ça fait comme tout autant de porte-parole pour aller parler ensuite de son action. Fait que, d'aller chercher qu'est-ce que ça va changer, de comprendre pourquoi, puis après ça, de voir qu'est-ce qui peut intéresser les gens, à quelle étape de la vie de votre organisme il pourrait avoir des possibilités de participation citoyenne, d'implication sociale ou pour augmenter finalement la force de frappe. Puis, tu sais, à quelque part, c'est drôle parce que l'engrenage, nous, j'ai le goût de le dire, on est pogné là-dedans. On est pogné dans un quartier où est-ce qu'il y a tellement d'intérêts différents qu'on n'a juste pas le choix de trouver des voies de passage qui font que ça crée du consensus, que ça crée de l'ouverture. Mais socialement, si on arrive à davantage travailler de cette façon-là, en n'opposant pas les besoins, en trouvant des voies qui créent de la mobilisation et de l'ouverture, bien, peut-être qu'on va arriver à mieux avancer parce qu'on n'arrive pas beaucoup à porter des grands projets fédérateurs finalement là, en ce moment. Fait que peut-être qu'en essayant de se mettre davantage à la place des autres, puis en essayant de trouver, OK, comment tel groupe, je peux mobiliser ces gens-là, comment leur parler, comment partir de leur réalité, bien, ça va nous permettre d'avancer. Bref, c'est vrai autant à l'échelle globale que c'est vrai à l'échelle d'un organisme, peu importe sa mission finalement. Je vais juste rebondir vite pour dire, moi je m'étais noté aussi, il faut être convaincu de la valeur ajoutée de le faire. Il faut être au clair. Puis l'affaire que moi je trouve une des plus importantes, c'est que si tu dis que tu y vas, il va falloir que tu fasses confiance pour vrai. Faire confiance pour vrai, ça veut dire lâcher. Ça veut dire... il y a une phrase que j'aimais beaucoup, que Jean-Paul Raymond, que plusieurs d'entre vous connaissent, disait c'est toujours mieux si ça vient d'eux, même si on s'attendait à mieux. Ça veut dire, ça, c'était pour que ça rime, mais c'était de dire à quelque part, toi, tu ne l'aurais peut-être pas fait demain, mais c'est ça. c'est ça qu'il faut comme lâcher, comme accepter, mais pour ça, il faut être convaincu que ça vaut le coup, puis qu'on y va pour vrai. Sinon, vas-y pas, parce que les gens, ils se sentent. N'importe qui va sentir ça. Que c'est pas vrai. Je te donne un petit peu de place, mais pas trop, parce que je ne suis pas sûre que tu vas le faire comme il faut. Fait que, ça aide pas, mettons. Oui, ça touche vraiment la question de l'authenticité de la participation. Donc, que ce soit vraiment, on va chercher
les participants et participantes, mais de façon très, très authentique. On est prêt à bouger. Moi, je dirais aussi, ça demande une adhésion à tous les niveaux dans une organisation où on est souvent très pris dans l'action par notre programmation, par notre offre de service. Donc, s'assurer que c'est pas effectivement juste une bonne idée d'un employé ou d'une employée, mais qu'il y a une adhésion du conseil d'administration à ça, qu'il y a une adhésion des usagers, une adhésion de l'équipe pour qu'on fasse un réel espace aussi à ce que ça arrive. Donc, je vois quand même notre temps qui file. Il y a quelques questions où vous avez touché, fait que j'ai envie de vous les lancer en vrac, puis on peut peut-être faire une dernière ronde, chacune votre tour, là, pour parler de ce qui résonne le plus pour vous. Donc, il y a certains éléments, comme je dis, que vous avez touché un peu. Il y avait une question sur la gentrification dans le quartier. Donc, est-ce qu'on observe une gentrification du quartier, puis comment on s'adresse à ça? Il y avait la question des comités citoyens. Donc, est-ce que de faire des comités citoyens, c'est une condition gagnante dans le quartier pour amener des changements? Vous avez parlé de la mobilisation pour aller chercher ceux et celles qu'on entend le moins, mais donc les personnes plus vulnérables, c'est quoi des exemples de moyens que vous pouvez prendre? Je vous donne tout un menu, là. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout ça, mais choisissez peut-être ce qui vous intéresse le plus. Et puis, un commentaire là, de Géraldine sur le fait que dans le milieu municipal, les citoyens et les citoyennes sont souvent vus comme des chialeux, quote unquote. Donc, quand on pense au conseil municipal, etc., donc, on vient revendiquer, se plaindre. Donc, comment on fait pour transformer cette relation-là avec les citoyens aussi? Alors, voilà. Vous avez peut-être rapidement un petit tour de roue, là, 1 minute chacune, répondez à ce que vous voulez à l'intérieur de ça. Oui, c'est ça, il y a une question qui touche aussi. Donc, comment est-ce que on crée l'adhésion des institutions, des municipalités pour embarquer les citoyens? Vous y avez partiellement répondu déjà. Qui ont envie d'aller dans ce premier tour de roue? Je vais y aller parce que je ne veux pas finir, fait que je vais commencer. C'est parfait, fait on va y aller comme ça. Ça sera ma logique. Et c'est vrai que la question du temps, de la gestion des rythmes, c'est très, très différent. Hein? Même la conciliation, en fait, des rythmes différents, les citoyens, les organisations, les institutions. Fait qu'il n'y a pas de recette pour ça. Je pense qu'il faut être conscient, par exemple, puis essayer de les gérer. Magnan, elle dit une phrase, elle ne l'a pas dit exactement de même aujourd'hui, mais moi, je la redis parce que c'est vraiment, je l'ai même écrit dans le chat, je trouve ça vraiment une belle phrase. Il n'y a aucun avantage à opposer les besoins. Il n'y a aucun avantage à ça. Elle le nomme souvent, je trouve ça aidant de se rappeler ça. Il n'y a aucun avantage à faire ça. Donc, on part déjà du principe que ce n'est pas ça qu'on va faire. Il y a des populations qui ont plus de difficultés à participer parce qu'on les exclut ou parce qu'elles s'excluent, tout ça étant possible. Mais oui, on va prendre soin de ça, mais on va prendre soin de tout le monde. On va cesser de se mettre en traduction, à ne pas justement opposer, à faire du « et » au lieu de faire du « ou », etc.